Le Laboratoire de l'égalité soutient le podcast Pionnières. Marchons sur les pas des pionnières. Elles explorent des terres inconnues et ouvrent la voie vers de nouveaux horizons. Femmes libres, audacieuses, aventurières, elles vont vous raconter leur histoire. Les pionnières s'affranchissent des interdits, s'immiscent dans des sphères professionnelles jusqu'alors réservées aux hommes. Elles sont aussi sportives, scientifiques, artistes, militantes. En elles brûle la flamme des pionnières, une série présentée par Cavalcade. Mai 2015, dans un ciel sans nuages, une silhouette rouge et blanche virevolte avec élégance à plusieurs centaines de mètres d'altitude. C'est une saltimbanque du ciel, unique au monde. Dorine Bourneton a laissé son fauteuil roulant au sol pour prendre les commandes d'un de ces petits avions d'acrobates. Elle est ce jour-là la première femme handicapée pilote de voltige aérienne. Seule survivante d'un crash quand elle était adolescente, devenue paraplégique, elle n'a jamais cessé de se battre pour pouvoir vivre de sa passion et danser dans les airs. Ce rêve est né lorsque j'étais toute petite. En fait, je devais avoir à peu près 8-9 ans. Mon père est passionné d'aviation et on parcourait les meetings de la région. Donc, il y a des avions qui volaient, des Corsair, des Spitfire, voilà. Et puis des petits coucous aussi, des avions biplans, des Stearman. C'est presque comme des jouets, en fait. C'est des avions, ils sont assez ronds. Quand on les voit là-haut voler dans le ciel, ils sont tout petits. Ça me paraissait, en tout cas, moi, accessible. Et ce rêve est né à ce moment-là. Je me suis dit que moi aussi, je voudrais bien devenir plus tard une saltimbanque du ciel. On a l'impression de danser quand on est là-haut. J'avais en moi cette envie d'être la première à faire quelque chose, de défricher une nouvelle voie à travers l'aviation. Et je ne savais pas laquelle, naturellement, mais j'avais cette envie-là au fond de moi. Ça s'est inscrit au fond de moi. Chez nous, on avait des livres, évidemment, de Saint-Exupéry, sur l'histoire de l'aéropostale. Et donc, mon père, passionné d'aviation, me nourrit de tous ces récits-là, de ces pilotes. Quand il a commencé à prendre ses premières leçons de pilotage, je montais derrière l'avion et j'explorais le monde. Mais là, on était dans la 3e dimension. Ce sentiment de glisser, d'être au-dessus des gens. Surtout quand vous êtes petit, vous avez 8-9 ans, vous êtes normalement, quand vous êtes en bas, vous levez la tête pour regarder les gens. Bah là, c'est l'inverse, en fait, vous regardez en bas. Et aussi, ce qui me plaisait, c'était la machine. Je me disais, mais comment arriver à dompter une machine aussi complexe, parce que quand vous êtes petit, ça vous paraît extrêmement complexe, il y a des boutons partout, des instruments partout, et vous dites, mais comment on fait pour gérer ça ? En plus, il y a la radio, vous êtes en contact avec la tour de contrôle, le pilote emploie un vocabulaire très particulier, avec des termes très particuliers, et ça participait aussi au rêve. Et je me disais, mais je voulais apprendre ce vocabulaire, papa Yankee, autorisé décollage, enfin... Mais j'adorais ça, quoi. Ça participait de l'ambiance aussi. Et je trouvais ça extrêmement difficile, extrêmement complexe. Mais je me disais, waouh, peut-être qu'un jour, moi aussi, j'arriverai à dompter une machine aussi complexe et difficile qu'un avion. Et j'ai commencé à prendre mes premières leçons de pilotage. Et quand j'ai commencé à piloter, je me suis dit, c'est pas gagné. Parce que c'était très difficile en réalité. Quand vous avez 15 ans, il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de choses à assimiler. Et puis vous êtes là-haut, on est en l'air. Vous savez, c'est un élément très particulier où l'homme n'a rien à y faire. On n'est pas fait pour voler, sinon on aurait des ailes. Et il faut aussi que votre esprit, votre cerveau s'habitue au fait d'être dans la 3e dimension. Et je me suis dit, il va falloir du temps et c'est pas gagné, quoi. Mais quand même, j'ai quand même été ce qu'on appelle, dans le jargon des pilotes, lâchée. Ça veut dire que j'ai volé seule dans le ciel à 15 ans. Vous imaginez ? J'avais même pas mon permis de conduire,
Moi, la seule chose que je savais conduire, piloter, c'était mon vélo, quoi. Et je me retrouve là-haut, toute seule. Mais c'était à la fois grisant, magique, mais à la fois, waouh, extrêmement flippant, quoi. On a un bébé à 15 ans. Et je me souviens encore qu'au moment de l'atterrissage, il y avait du vent de travers. Et donc ce vent de travers me poussait, me décalait de l'axe de piste. Alors normalement, il faut anticiper son virage, virer un peu plus tôt ou un peu plus tard pour bien être dans l'axe de la piste. Et puis il faut s'aider des palonniers aussi. Et je me souviens que j'ai dû repartir, faire une remise de gaz parce que justement mon premier atterrissage, j'allais le manquer. J'étais pas bien dans l'axe, j'étais pas assurée. Et là, mes pieds se sont mis à trembler sur les palonniers parce que j'ai le stress. Le stress était maximum quand vous êtes là-haut, mais c'est très facile de se laisser, au début, hein, envahir par le stress. Vous imaginez, vous êtes dans la troisième dimension, vous êtes seul au monde, quoi. Je vois un jour sur un panneau d'affichage, comme ça, je vois sortie prévue le 12 mai 1991 pour aller à la rencontre des pilotes de Canadair à Marignane. Et évidemment, bah, quand je vois ça, je dis à mon père, mais papa, faut qu'on s'inscrive, on ne peut pas ne pas y aller. Moi, je veux rencontrer ces pilotes, peut-être que ça pourra jamais se reproduire, on n'aura probablement jamais d'autres occasions, alors il faut s'inscrire. Et mon père me dit, ok, bon, on s'inscrit. Le fameux 12 mai arrive, et c'était un dimanche, et ce matin-là, moi je me lève, je vais vers la fenêtre, et je mets le nez dehors. Bah oui, c'est le réflexe de tous les pilotes. On regarde la météo, première chose. Et là, je vois rien en fait, parce qu'il y a du brouillard, on ne voit même pas la colline d'en face, le pic Pelé. Et ça, c'est un signe, parce que quand on ne voit pas à noir et table le pic Pelé en face de ma maison, c'est que il va faire mauvais temps toute la journée. Et puis, on va voir le météorologiste, et le météorologiste nous dit ouh là là, regardez sur le radar météo, là, c'est tout bouché, à mon avis. Moi, je vous déconseille de partir. Je vous déconseille fortement d'y aller. Et là, les autres pilotes arrivent. Puis il y en a un qui dit bon, allez, on va pas se laisser abattre comme ça, on va aller voir, hein, nous-mêmes, et si ça passe pas, on fera demi-tour. Donc on se met d'accord, on devait partir à 2 avions, un devant, un derrière, et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, le pilote a dépassé l'avion qu'il devait suivre. Il y a eu des messages, des échanges radio avec l'autre avion, dans lequel se trouvait mon père d'ailleurs, et on s'est perdu de vue. Roméo Juliette, vous êtes où? Roméo Juliette, c'est nous, hein, c'était l'immatriculation de notre avion. Le pilote ne répond pas, il était très concentré. Et à un moment donné, on voit la brume qui s'épaissit, et à un moment donné, devant nous, se dresse un mur de nuages. Moi, je l'ai vu arriver, le mur de nuages. J'ai regardé l'aile, le saumon de l'aile, c'est-à-dire le bout de l'aile de l'avion. Et là, je vois qu'il est complètement absorbé par le nuage. Et là, j'ai eu peur, je me suis renfoncée dans mon siège, j'ai rattaché ma ceinture de sécurité, parce qu'au début, je m'étais détachée pour mieux suivre le vol, comme mon voisin. Et ensuite, je me souviens juste de cette phrase du copilote qui dit « Putain, qu'est-ce que tu fous? Tu vas nous faire casser la gueule. » Et c'est mon dernier souvenir. Un sourire adressé au jeune garçon qui était à côté de moi, qui avait 17 ans. Et en fait, ce voyage, c'était le cadeau de ses parents pour son anniversaire. Et voilà, on a percuté la montagne. J'ai aucun souvenir. À un moment donné, je suis dans le cockpit dans le cockpit de l'avion. Je peux pas bouger, etc. Et à un moment donné, j'essaye de toucher l'un des pilotes devant. J'ai compris qu'ils sont morts en fait, hein. J'ai compris, mais je veux les toucher, peut-être pour moi me rassurer que moi je suis bien vivante, je sais pas. J'ai compris que j'étais la seule survivante au moment du crash. Ce que je veux dire, c'est que je n'en ai jamais voulu au pilote. Jamais pas une seconde.
J'ai envie de pleurer quand je pense à ça. Parce que l'erreur est humaine. Donc je lui en ai jamais voulu, je lui ai juste demandé à chaque fois que j'étais en difficulté de m'aider. Je lui parle en fait. Et il m'aide à chaque fois que je lui demande de l'aide, il m'apporte une réponse. J'ai tout effacé de ma mémoire. J'ai plus de souvenirs du moment où on m'a retrouvée, du transfert du lieu de l'accident jusqu'à l'hôpital. Je ne réalisais absolument pas. C'est ensuite que j'ai compris, une fois que j'ai été dans le centre de rééducation, où là, on m'a posé sur un fauteuil roulant pour la première fois. Là, j'ai tout compris. Hein. Il ne m'a pas fallu 30 secondes. Hein. Ça a été en un éclair. J'ai compris que je resterais dans ce fauteuil roulant à vie. Parce qu'on vous pose là-dessus et vous comprenez que vos jambes ne vous porteront plus jamais. C'était fini, c'était cassé, quoi. Alors au début, je peux vous dire que c'est dur, hein, évidemment. Tout s'écroule, là. Vous avez 16 ans. C'est toute votre vie. Vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Et assez rapidement, mon seul espoir, l'unique, l'ultime, c'était de pouvoir reprendre les commandes d'un avion. Je me suis dit, mais attends, souviens-toi, Dorine, Mermoz, Syntex, ils ont eu des accidents. Henri Guillaumet, quand il s'est craché dans la cordillère des Andes, qu'il a marché pendant 3 jours et 2 nuits, dans la neige, dans le froid, qu'on l'a retrouvé par miracle à moitié mort, et il a eu cette phrase célèbre, il a dit « Ce que j'ai fait, aucune bête au monde ne l'aurait fait ». Et il a recommencé. Et j'avais dit au médecin, j'aimerais bien repiloter quand même. Et là, il m'avait dit, ah mais c'est impossible. C'est impossible, vous ne pourrez jamais revoler. Pour piloter, on a besoin de ses jambes. Or, vous êtes paraplégique, maintenant en fauteuil roulant, vous n'avez plus l'usage de vos jambes, donc le pilotage, faut oublier. Bon, c'est pas bien grave. Moi, la médecine, j'y connais rien. Lui, le pilotage, apparemment, c'est pas son truc. Puis mon père me l'avait dit aussi. Mon père m'avait dit, t'inquiète pas, on trouvera des solutions. Mais il faut s'imaginer qu'à ce moment-là, on est en 1991. On n'a pas Internet. Et donc, l'information, elle ne circule pas comme aujourd'hui. Et il a fallu attendre 2 ans avant que je trouve l'existence, effectivement, d'aéroclubs. Il n'y en avait que 3 à l'époque, qui étaient munis d'avions équipés de commandes manuelles de pilotage de commandes pour handicapés. C'était après, il n'y avait plus qu'à partir à Toulouse, se jeter dans l'aventure. Et j'étais portée justement par l'esprit des pionniers de l'aéropostale, ça c'est clair. C'est parce que c'était à Toulouse aussi, je pense, que ça m'a aidée à dépasser l'accident, parce que ça avait du sens pour moi, vous vous rendez compte? Je me suis dit, mais Toulouse, berceau de l'aéronautique, mais c'est là que je veux renaître. Je vais renaître à Toulouse. Du coup, là, il a fallu passer avec les commandes manuelles. Quand vous poussez, c'est comme si vous appuyez, comme si vous enfoncez le palonnier gauche. Quand vous tirez vers vous la manette, c'est comme si vous enfonciez le palonnier droit. Sauf que quand on est en l'air, on se dit merde, attends, droite-gauche, c'est quoi déjà? Enfin, c'est pas évident au début, donc il faut un certain temps pour s'adapter. Et surtout, à l'époque, c'était un vrai banc de musculation, ce truc. Physiquement, c'était éprouvant parce que aussi, on nous demandait de pouvoir être capable de monter et de descendre seul de l'avion. Sauf que quand vous devez monter dans un avion et vous hisser par la force des bras, ça demande beaucoup d'énergie, quoi. Beaucoup d'énergie. Vous avez absolument pas, vous pouvez pas prendre appui sur vos jambes. Et c'était pas facile quand même. Hein. Et j'ai obtenu mon brevet de pilote à 20 ans. Et je me suis dit, mais allez, je veux continuer. Allez, je veux en faire mon métier. Qu'est-ce que je peux faire puisque je suis handicapée? Je peux être instructrice. Allez, je vais me lancer, je vais devenir instructrice, je vais enseigner, transmettre ma passion aux autres. Et puis c'est là où un représentant de la Direction générale de l'aviation civile, de la DGAC, me dit, mais ce métier est interdit aux handicapés. Ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas devenir pilote professionnel, vous ne pouvez pas devenir instructrice, c'est interdit.
Je dis: «Ah bon? Bah, mais pourquoi?» C'est pas grave, on n'a qu'à changer la loi. Enfin, moi, je voyais pas le problème, j'étais complètement naïve, en fait. Et puis, en fait, ça n'a pas été aussi simple que je pensais. Parce que j'étais une femme, on m'a humiliée en public. On m'a dit: «Oui, non, mais vous, ça va, on vous connaît, votre histoire, on la connaît par cœur. Jamais un handicapé ne sera pilote professionnel parce que ça nuirait à l'image de notre profession». Voilà ce qu'on m'a balancé à la figure alors que j'avais 23 ans, 24 ans. Extrêmement fragile et je suis sûre que si j'avais été un mec, on m'aurait jamais parlé comme ça. Jamais. On se serait jamais permis de me parler comme ça. Des hommes qui veulent, peut-être par jalousie, j'en sais rien, m'humilier, voilà, c'est me rabaisser. Elle y serait jamais arrivée toute seule. Bah, évidemment que j'y serais jamais arrivée toute seule, mais qui s'est construit tout seul? Qui? Personne. Claudie Agneray, elle n'est pas devenue cosmonaute toute seule. Évidemment qu'on a toujours besoin de l'aide des autres, de monter une équipe. Mais alors, qu'est-ce qui va faire que vous allez y arriver? C'est parce que vous serez capable de fédérer des gens autour de vous, d'embarquer des gens et de monter une équipe autour de vous, des gens qui vont vous suivre. Et évidemment qu'on n'a pas tous les compétences. Moi, j'avais aucune compétence, j'ai pas fait d'études, j'ai arrêté mes études après mon accident. Évidemment, non, mais rien que d'y repenser, j'ai écouté des phrases parfois, mais on m'a rabaissé plus bas que terre. Mais au final, j'y suis arrivée. Vous savez, des fois, on attend la grâce et la grâce arrive. Un jour, alors que j'avais écrit un livre où je parlais de mon parcours, etc., et de mon combat, lors d'une brocante à l'aéroclub des Mureaux, sur l'aérodrome des Mureaux, lors d'une brocante, je dédicaçais, on m'avait proposé de venir dédicacer mon livre. Donc je fais des dédicaces, je suis assise voilà, devant une petite table avec des tréteaux et tout ça. Et puis ce jour-là, il fait pas beau. Et je vois un petit avion se poser. Et un pilote en descend, je ne le connaissais pas, et vient vers nous, parce que voilà, il y avait du monde, donc il est venu voir qu'est-ce qui se passait. Et puis il vient me voir, il me dit: «Ah, mais alors vous en êtes tout de votre combat pour les pilotes handicapés pour devenir pilote professionnel?» Et là, moi, j'étais vraiment au bout du rouleau, parce que j'étais là vraiment désespérée, parce qu'on n'y arrivait pas à atteindre les bonnes personnes, les décideurs. Il me dit: «Vous savez, Dominique Bussereau, qui était à l'époque secrétaire d'État au transport, c'est mon beau-frère. Je le vois dans un mois, parce qu'on était au mois de novembre, je le vois dans un mois, à Noël, quand ça sera après le réveillon, quand on ira se brosser les dents là devant le lavabo, je lui parlerai de notre rencontre, je parlerai de vous.» Et là, je me dis: mince, mais ça va peut-être marcher cette fois-ci. Et au mois de janvier, Dominique Bussereau a appelé le directeur de la DGAC de l'époque et lui a dit: j'exige une proposition sur mon bureau avant la fin de l'année. Je l'exige. Et là, tout le monde s'est exécuté. Et en même pas 2 mois, il signait l'arrêté ministériel qui a permis donc que les choses se fassent. À partir de ce moment-là, les personnes handicapées pouvaient devenir pilotes professionnels, donc pouvaient faire de l'aviation un métier. Je me suis battue pour tous ceux que cette nouvelle loi allait servir. Et c'est ça, être pionnier en fait. C'est se battre pour une cause qui nous dépasse complètement, pour faire changer les mentalités, pour obtenir quelque chose de nouveau, pour quelque chose qui n'avait jamais été fait avant. Mais j'étais épuisée, moi. Je me dis, mais quand est-ce que je pense à moi, vraiment, moi, Dorine, la femme aussi, la future maman, vous voyez? Et j'ai voulu faire une pause et c'est là où j'ai rencontré le père de ma fille et que j'ai eu un bébé, en fait. Et j'ai fait une pause pendant 7 ans, je me suis arrêtée de voler. Là, j'ai pris conscience qu'il allait falloir travailler, qu'il allait falloir gagner... il fallait que je gagne ma vie aussi pour élever ma fille dignement, quoi, parce que je me suis séparée très vite du papa. Et j'ai pris conscience de tout ça, des inégalités. J'ai eu un premier job où je me suis sentie maltraitée, mal considérée.
Je suis partie, j'étais en très grande précarité à un moment donné. Quand vous vous retrouvez maman seule à devoir élever votre enfant, que vous êtes vraiment seule, le papa disparaît de la circulation, ou alors vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas les moyens de vous payer un logement. Enfin, il faut des aides, il y a des choses à faire, hein. Et la voltige m'a sauvée aussi. Un copain me contacte, un pilote handicapé, et me dit moi, il y a un truc que j'ai envie de faire là, c'est de la voltige. J'ai pas envie de faire ça tout seul. Et au début, je lui dis ah non, 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 moi la voltige, hors de question. Maintenant, je suis maman, je veux pas risquer ma peau, c'est trop dangereux. Puis je suis trop vieille maintenant pour faire ces conneries. J'avais 40 ans. Et puis un copain m'emmène en vol et il me dit bon, Dorine, je vais faire un petit looping là, hein. Attention, accroche-toi. Et il a fait un petit looping, une petite boucle. Et là, mais j'ai tellement adoré les sensations que je me suis dit waouh, je suis sortie de l'avion, j'ai dit allez, c'est bon, je me lance, on y va, mais à une seule condition. C'est que l'année prochaine, parce que l'année d'après, il y avait le Bourget, c'est tous les 2 ans, euh, je fasse une démonstration en vol au Bourget. C'est la seule condition. Et j'avais à peu près 9 mois pour me préparer. Personne ne savait comment fallait faire, puisqu'on ne l'avait jamais fait auparavant. Comment former une personne handicapée alors qu'elle ne sent pas ses jambes? Quand on est pilote, surtout pilote de voltige, on doit faire corps avec la machine. C'est pour ça qu'on est sanglé de telle sorte à être extrêmement bien attaché au siège de l'avion et on fait corps avec la machine. On sent comment l'avion glisse sur les filets d'air. On sent les facteurs de charge. Mais quand on est handicapé, on sent plus ses jambes. Donc comment faire sans ces sensations, sans cette mémoire sensorielle qui va faire que ça va vous aider à restituer, à appliquer la bonne pression sur le manche, à restituer le bon geste, à appliquer la bonne pression au bon moment. Tout ça, c'est très subtil en fait. Quand vous sentez plus vos jambes et que vous volez sur le dos, et là vous flottez complètement dans l'espace, vous êtes complètement flottant. Comment prendre ses repères, comment se repérer dans l'espace alors vous avez l'impression de flotter comme un fantôme. C'est très compliqué. Ça me stressait énormément, hein, évidemment, l'idée de voler au Bourget, dans cet environnement extrêmement contraignant, où il n'y a que les maestros du ciel, vous vous rendez compte, il y a des pilotes du Rafale, les pilotes de la patrouille de France, et moi, petite voltigeuse de rien du tout, avec mes 50 heures de voltige, j'allais voler au Bourget avec tous ces pilotes, j'avais pas droit à l'erreur, hein. J'avais pas le droit de me planter. Et bon, j'y suis arrivée. Je suis la seule femme handicapée au monde pilote de voltige. Ça n'a pas pris 5 ans, ça n'a pas pris 10 ans, ça a pris 25 ans au total pour devenir pilote de voltige. Ça a pris 25 ans. Hein, pendant 25 ans, s'il ne faut pas de l'engagement, hein, pour pendant 25 ans se battre pour obtenir des victoires les unes après les autres, conquérir, il faut être engagé, il faut être capable de tenir. Et combien de gens abandonnent dès que c'est trop difficile, dès qu'on leur dit c'est impossible, alors ils disent ah oui c'est impossible, bon bah j'arrête, ou c'est trop difficile. Moi j'ai été découragée parfois, mais au final, quand j'étais découragée, j'allais puiser ma force en mes amis handicapés, pilotes comme moi, parce que eux connaissaient, eux aussi avaient la même fragilité que moi. Enfin, le vivre tous les jours, le handicap. Vous croyez que c'est facile de vivre dans un fauteuil roulant au quotidien, quand rien n'est accessible, quand tout est compliqué, le moindre geste. Vous êtes encombré dans ce fauteuil. C'est juste l'enfer de vivre en fauteuil roulant. C'est ça qu'il faut voir aussi. Évidemment, moi, on me voit souriante, on me voit... on a l'impression que tout va bien, que c'est facile. Mais je me bats, c'est tout. Rapidement, hein, quand j'ai commencé à être pilote, je me suis dit, je ne savais pas encore ce que je ferais, ni comment je le ferais, mais je savais qu'un jour j'écrirais, pas des pages, évidemment, hein,
je n'ai pas fait l'aéropostale, on est d'accord, mais que j'écrirais peut-être un petit paragraphe dans l'histoire de l'aviation. J'ai toujours eu envie de ça, même avant d'être handicapée. Et avec le handicap, finalement, puisque le handicap a fait qu'il a fallu explorer de nouvelles voies et ouvrir de nouvelles portes, ça m'a permis de devenir cette pionnière. J'aimerais beaucoup qu'un jour, une femme soit présidente de la République en France. Parce que j'ai peut-être la naïveté de croire que une femme donnant la vie, une femme présidente va se battre pour la vie et pour que chaque citoyen puisse vivre mieux, plus dignement. Ça serait une sacrée victoire qu'un jour une femme atteigne les plus hautes fonctions de la République. Ça serait beau. Vous venez d'écouter Pionnière. Si vous avez aimé, vous pouvez nous laisser un commentaire et plein d'étoiles. Votre avis nous intéresse. Et n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée.